Ok, bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être connectés pour cette webconférence qui va conclure le cycle de débat sur le climat tenu par le météorologue et climatologue Jean Jouzel et en partenariat avec Météo et Climat. Nous allons donc pouvoir lancer cette table ronde autour de la Convention citoyenne pour le climat. Du coup, n'oubliez pas que vous pouvez laisser en commentaire toutes vos questions. Nos intervenants pourront y répondre lors de la session de questions-réponses après la table ronde. Du coup, je laisse la parole à Jean Jouzel. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, merci à David Maire qui vient de dire quelques mots au titre du Carreau du Temple. Alors, d'abord, je souhaite remercier toute l'équipe du Carreau du Temple qui a organisé cette conférence, disons, à distance. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. Pourquoi de vous retrouver? Eh bien, nous avions prévu en fait une série de 8 conférences sur l'année dédié vraiment au problème du climat sur l'année depuis octobre. Nous en serons à la 7e. Cette conférence sur la Convention citoyenne était prévue de longue date dans le planning initial. Elle était prévue, mais nous n'aurons pas, enfin disons, elle va aussi disons, être la conférence finale, la dernière de notre cycle. Et d'ailleurs, je serais très heureux, je ne sais pas si elle est là déjà, mais de demander à une personne qui a assisté à toutes les conférences, Anne Essel, de nous dire quelques mots, de porter un regard sur ce cycle à la fin de cette conférence. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment vous parler de la Convention citoyenne. C'est autour de cette Convention citoyenne pour le climat que nous nous réunissons et je vous remercie d'être présents et je pense qu'il y aura du monde qui va arriver encore, qui va continuer à arriver. Et alors d'abord, disons pour parler de cette Convention citoyenne, eh bien nous aurons, alors je vais disons, les présenter rapidement dans leur ordre d'intervention, Julien Blanchet qui est le rapporteur général de la Convention citoyenne. Il est membre du Conseil économique, social et environnemental. Donc là, ensuite, nous aurons une citoyenne, Mélanie, et un citoyen, Grégoire, qui se présenteront eux-mêmes, bien sûr. Et puis, disons, pour clore la table ronde, alors Célia Cliray, qui est journaliste environnement à France Inter et qui a suivi la Convention citoyenne. Bien sûr, c'est là. Nous avions donc cette convention Julien va vous le dire, effectivement, elle a commencé pratiquement, on a commencé les travaux ou les premières discussions l'été dernier, donc voilà, et ensuite on a, pendant toutes les séances, il y a eu quelques journalistes, alors qu'on pourrait qualifier de privilégiés, hein, qui ont pu suivre cette convention. Célia en était, voilà, nous en dira quelques mots, un regard à la fois de l'intérieur, puisqu'elle y a participé, mais aussi un regard un peu extérieur. Donc voilà, et voilà, remercier, donc je le redis, donc, je pense que nous aurons des interventions dont on espère, donc, disons, donc de nous 5. On souhaite ne pas dépasser, ne pas aller au-delà de 19h pour les interventions, et bien sûr, peut-être avant d'ailleurs, et passer à vos questions-réponses. N'hésitez pas, disons, à vos questions, y répondre. Voilà, et ça va être un peu l'organisation que nous vous proposons. Donc, un peu finalement dans je crois, dans la ligne de ce cycle de conférences, je vais vous redire un peu l'urgence climatique, parce que il faut, cette Convention citoyenne, sa lettre de mission est relativement simple. Elle s'appuie sur un constat, eh bien, c'est que la France, comme d'autres pays de la planète, ont pris du retard dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et la lettre de mission stipule, alors je n'ai pas les termes exacts, ce n'est pas très grave, que en gros, ce qu'on attend des citoyens, ce sont des propositions qui permettent à notre pays de respecter l'objectif que notre pays s'est fixé dans la loi climat-énergie à horizon 2030, d'une diminution de 40% au moins de ces gaz à effet de serre par rapport à 90, nous avons déjà diminué de 20%, ceci dans un esprit de justice sociale. Voilà un peu. Alors, il y a vraiment cette urgence climatique qui est là, qui est inscrite dans la lettre de mission de la Convention citoyenne. Alors, quelle est cette urgence? Ceux qui ont assisté à tout le cycle en sont évidemment parfaitement conscients. On a eu, par exemple, Valérie Masson-Delmotte qui nous a parlé du rapport 1,5 degré et qui nous a redit les objectifs qu'il faudrait respecter si nous voulions
limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au point industriel, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui. Et elle nous a dit clairement que du point de vue du climatologue, c'est ce qui serait raisonnable, limiter à 1,5 degré. Alors où en sommes-nous? Je ne vais pas être trop long, mais vous donner quelques chiffres. D'abord, disons, nous, en termes d'émissions actuellement, au niveau planétaire, nous avons émis l'an dernier 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2, dont 37 milliards de tonnes liées de gaz carbonique, de CO2, directement liées à notre utilisation de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. On y ajoute, ça dépend des années, les 5 à 6 milliards liés à la déforestation. Il y a aussi entre 1 et 2 milliards liés à la fabrication du ciment. Tout ça, c'est du gaz carbonique. Voilà, puis on ajoute à peu près 10 milliards de tonnes, on arrive à 44 milliards de tonnes, donc on ajoute à peu près 10 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour les autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote et toute une série d'autres composés. Donc voilà, nous en sommes à peu près à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2 et dont il faut retenir quand même que pratiquement 70% sont liés directement à notre utilisation de combustibles fossiles. Donc à peu près au niveau planétaire, un peu moins de 20% méthane, protoxyde d'azote, dont une part est liée au système alimentation, pratiques agricoles. Alors où en sommes-nous? Ça c'est en 2020. Où pourrions-nous en être en 2030? Puisque c'est 2030 aussi, disons, l'horizon fixé pour les citoyens. Alors au niveau planétaire, si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, nous pourrions être en 2030 à 70 milliards de tonnes d'équivalent CO2, et cela nous mettrait sur une trajectoire de 4 à 5 degrés, d'un réchauffement de 4 à 5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Je ne vais pas vous parler des conséquences du réchauffement climatique, ça a été évoqué, mais c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas viable, c'est quelque chose qu'il faut tout faire pour éviter. Donc, nos décideurs politiques l'ont compris, puisque l'accord de Paris, effectivement, nous met sur une trajectoire un peu moins, disons, qui va vers des réchauffements un peu moins importants. L'accord de Paris, effectivement, les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris nous emmèneraient à peu près vers 55 milliards de tonnes à horizon 2030 et nous mettre sur une trajectoire au-delà de 3 degrés, probablement 3 degrés et demi dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, ça, ce sont les engagements de l'accord de Paris, mais il y a aussi les objectifs dans le cadre de l'accord de Paris. Et j'adhère évidemment à ces objectifs qui sont de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré, avec l'idée que si on y arrive, et je le redis, c'est beaucoup mieux 1,5 degré par rapport au pré-industriel, eh bien, si on y arrive, les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter, au moins pour l'essentiel, au réchauffement climatique. C'est bien ça l'idée. Si on veut préserver, je dirais, globalement, un climat viable pour l'ensemble des jeunes, eh bien, des jeunes d'aujourd'hui, disons l'ensemble, disons, à l'échelle planétaire, eh bien, il faut agir dès aujourd'hui. Et en fait, pour 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030 et pour 1,5 degré, pour garder des chances de rester autour de 1,5 degré dans la deuxième partie de ce siècle, divisé par 2, passer en dehors de, disons, divisé par 2, un peu entre 25 et 30 milliards de tonnes en 2030. On n'en a pas fini pour autant, puisque 1,5 degré, c'est neutralité carbone en 2050, et disons 2 degrés, c'est neutralité carbone un peu plus tard, 20 à 30 années plus tard. Donc vous voyez, c'est non seulement une urgence, on parle de cette année 2020 comme celle d'un tournant, et c'est tout à fait par hasard, évidemment, que cette année 2020 est aussi celle d'un tournant à travers la crise sanitaire et la crise économique qui est associée, mais on voit bien les difficultés. Alors la France, donc j'en terminerai là, s'est alignée dans sa version de la loi énergie-climat. Donc nous avions d'abord la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, avec comme objectif à l'horizon 2050 division par 4. Nous nous sommes alignés, largement grâce à Nicolas Hulot, sur cet objectif de neutralité carbone en 2050 et ce qui intéresse plus les citoyens, et nous allons y venir, évidemment, cet objectif de moins 40% au moins à horizon 2030 par rapport à 1990. Je le répète, on a déjà diminué de 20%. Alors, on a diminué de 20% si on tient compte de ce qu'on produit sur le territoire national. Si on tient compte de l'empreinte carbone, on n'a pas beaucoup diminué, et sinon pas du tout. Donc, c'est tout cela qui
qui est là. Donc, cette mission, je crois, est bien définie par rapport aux citoyens. Et donc, c'est dans ce contexte, avec cette lettre de mission qui, du point de vue du climatologue, moi-même, je m'intéresse bien sûr, disons, à tout ce qui concerne je dirais, l'évolution de notre climat, à la fois climat passé, climat futur, depuis le début de ma carrière scientifique. J'ai commencé en 68, pratiquement, dans les années 70. Mais voilà, donc cette urgence est là, nous l'avons dite et redite. Disons, dès en 2007, nous disions après le quatrième rapport du GIEC, il faudrait que les émissions commencent à décroître en 2020 ou plus tard si on voulait respecter les 2 degrés. Nous en sommes là. Et voilà, et donc la Convention citoyenne s'est mise en place parce que la France a déjà du retard par rapport à sa feuille de marche, sa feuille de route pour avoir des chances de respecter cet objectif en 2030. Donc Julien, je te passe la parole pour plus présenter la Convention citoyenne elle-même. Julien, oui. Mon micro, ça fonctionne. Oui. Merci, merci Jean. Merci aussi au Carreau du Temple pour l'organisation de cette conférence, donc qui a l'honneur de clôturer un cycle de conférences. Donc moi, je vais bonjour à toutes et tous ceux qui sont connectés et puis ceux qui sont en ligne sur le live Facebook également. Moi, je vais vous parler donc plus spécifiquement de la Convention, mais dans son point de vue plus conceptuel que dans son point de vue proposition ou climat. Et puis, les 2 membres de la Convention présents aussi pourront y revenir. Donc, déjà, finalement, un contexte de crise, et on le voit avec cette nouvelle crise, est un moment qui est favorable à l'imagination et à l'imagination démocratique. Cette Convention citoyenne, elle ne naît pas de nulle part, elle naît du mouvement des Gilets jaunes, du grand débat, et elle est donc annoncée le 25 avril dernier, donc pas de cette année bien sûr, mais de 2019, par le président de la République, où il indique vouloir réformer le Conseil économique, social et environnemental en un conseil de la participation citoyenne, et que sans attendre, il va y installer une convention citoyenne qui aura donc le mandat que Jean vient d'évoquer. On le voit, ces logiques de participation citoyenne, elles se sont faites déjà alors, en Islande, en Irlande, aux États-Unis aussi, au Canada, mais finalement sur des sujets qui étaient beaucoup plus des sujets de société. En Irlande, on l'a vu, c'était donc sur la question de l'avortement et sur la question du mariage pour tous. En Islande, ils en ont fait une sur la question de la Constitution, donc on était vraiment sur les organisations institutionnelles. Et donc là, en France, on est sur une convention citoyenne qui est finalement sur un grand pan de la politique publique, qui est celle du climat. Peut-être aussi vous préciser donc, que le CESE est la 3e Assemblée de la République et qu'elle avait déjà, avant la Convention citoyenne, eu recours à un tirage au sort de citoyens, de 30 citoyens, fin 2018, justement dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et le but était de faire la preuve bien, que c'est possible d'associer des citoyens à la construction d'une politique publique et que ça fonctionne. Et donc, ce geste-là, fait par finalement les 80 plus grandes organisations de la société civile en France, qui réunissent dans cette 3e assemblée, c'est la volonté de se dire que parce qu'on a la simple qualité de citoyen, on est capable de délibérer, on est capable de construire des politiques publiques. Et que donc le principe d'égalité qui s'illustre en France par le vote, par le fait de pouvoir être élu et de pouvoir voter, bien, il peut aussi s'illustrer par ce tirage au sort dans la construction des politiques publiques. Et d'ailleurs, on a été surpris presque dans le cadre du tirage au sort, puisqu'on voit qu'il y a une appétence, et je crois que c'est aussi évidemment le sujet, une appétence des citoyens à participer à ce genre de processus délibératif, puisque un tiers de ceux avec qui nous avions une discussion disaient oui, et donc c'est par exemple 10 fois plus que les conférences régionales du grand débat. Il faut le dire aussi, un certain nombre de collectifs citoyens demandent depuis longtemps à ce qu'il y ait des… Donc, je pense par exemple aux Gilets citoyens, demandent depuis longtemps à ce qu'il y ait des processus de délibération citoyenne. On le voit au niveau local, certains existent. Bon, les budgets participatifs sont des éléments plus connus, mais il y a d'autres choses qui se font. Et donc, différents collectifs citoyens existent et voulaient que finalement…
ce contexte de crise à la fois démocratique et à la fois climatique puisse trouver une réponse dans une nouvelle forme de démocratie participative. Alors, il faut le dire, le système démocratique français se fonde uniquement sur la démocratie mandat, sur le volet, ce qu'on appelle la représentation mandat. Et aujourd'hui, visiblement, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il y a une volonté des gens à être plus associés, parce qu'ils sont plus éduqués, parce qu'ils sont plus informés et qui n'estiment pas avoir à transférer l'intégralité de leurs compétences citoyennes à des représentants. Et donc, plus qu'un remplacement, il y a une véritable demande de coproduction. Et cette absence de coproduction aujourd'hui atteint finalement la légitimité des politiques publiques. On le voit, on parle de déconnexion, on parle aussi beaucoup de la technocratie qui fait des choses dans son coin et puis finalement se heurte au mur de la réalité de ce que vivent les gens chez eux. Et donc, cette volonté de faire participer les citoyens, qui, je le rappelle, post-crise des Gilets jaunes, qui est née sur une question de taxe carbone, évidemment, trouve un raisonnement particulier sur un sujet climat où on voit bien que les modélisations ne suffisent pas, où on voit bien que les décideurs politiques sont en difficulté pour délibérer et pour même tenir les engagements qu'ils ont pris. Et qu'à un moment, mais comme c'était le cas en Irlande sur l'avortement, eh bien oui, à un moment, faire appel aux citoyens, c'est gagner du temps. C'est gagner du temps parce que c'est permettre de faire naître le débat dans la société, renforcer le dialogue entre la science aussi et la société qui fait défaut dans notre pays, peut-être plus que dans les pays de tradition anglo-saxonne. Et donc, c'est gagner du temps parce que c'est aller palper l'acceptabilité sociale, finalement, et de voir quels sont les leviers d'acceptabilité dans la société pour pouvoir respecter nos engagements et pour pouvoir répondre à cette crise climatique. Et donc, c'est la conviction qu'a le CESE qui a proposé d'organiser cette convention et puis un certain nombre d'acteurs qui est de dire qu'on ne peut répondre à la crise climatique qu'en répondant en même temps à la crise démocratique et en mettant tout le monde autour de la table. Et Daniel Gaxi, par exemple, parle de sens caché, CENS. Eh bien oui, parce qu'un certain nombre de personnes s'estiment exclues des processus démocratiques qui existent. Et notamment sur des sujets aussi importants que le climat, qui sont aujourd'hui parmi les premières préoccupations des Français, eh bien, il faut pouvoir mettre tout profil autour de la table. Et ça fait le point avec ce que je voulais dire sur la légitimité de la pratique du tirage au sort, puisque ça permet d'aller chercher des personnes qui sont hors du jeu politique, parfois même qui ne votent pas. Et ça permet de les faire participer, de faire participer le public qui est le plus éloigné finalement de notre démocratie. Par exemple, dans les 150 citoyens, nous avons 25% de personnes qui ne sont pas diplômées. Parce que c'est la réalité de la France. Nous avons entre 25 et 27% de non-diplômés. Nous avons des personnes, et c'était un de nos critères, qui sont issus des quartiers, des politiques de la ville également, donc les quartiers prioritaires, comme on les appelait pendant un temps. Nous avons 2 personnes, on est passé par une association spécialisée dans l'accompagnement de ce public-là, qui sont issus de la grande pauvreté, qui sont donc des personnes qui ont connu des périodes de vie à la rue et donc qui ont vécu dans leur chair, peut-être plus que d'autres, la question du changement climatique. Et donc, vous le voyez, l'enjeu, c'est d'aller chercher les gens et donc de ne pas être sur une logique d'appel à participer, mais de les appeler, de leur dire, voilà, nous, on vous propose ça. Et donc, c'est un renversement par rapport à notre tradition démocratique. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Évidemment, le but de ce processus, c'est de faire converger les personnes, c'est de ne pas fonctionner sur un système de majorité et d'opposition parce que ce n'est pas l'objet. Le but, c'est d'avoir des majorités très larges et donc que les citoyens puissent converger vers ces propositions. Ils vous le diront, fait un grand nombre d'auditions et donc ils ont des solutions et ils convergent sur ces solutions. Et donc, le but n'est pas d'atteindre une majorité 50% plus une voix parce que ça n'aurait pas de sens et dans ces cas-là, on n'aurait pas réussi vraiment à palper cette acceptabilité sociale. Je conclurai en disant que ce processus, finalement, il vient un peu en renfort, moi je crois, de notre démocratie représentative qui aujourd'hui, sur les enjeux climat, on le voit, n'arrive pas à aller au bout de ses propres engagements et qui est contredit dans de nombreux endroits et qui finalement paie notre fait majoritaire très fort en France, je crois, qui fait que finalement, parce qu'on a, encore une fois, 50% plus une voix, on a forcément raison tout le temps et surtout. Et on l'a vu dans les mouvements sociaux récents, mais on le voit aussi là dans la crise sanitaire,
que ça ne suffit pas et qu'il y a besoin d'associer les corps intermédiaires, bien sûr, la société civile organisée qui est au CESE, mais aussi d'associer des citoyens variés, divers, qui ont des profils qui ne sont pas les mêmes que nous retrouvons dans nos assemblées. Et que tout ça, à notre sens, contribue à renforcer à la fois la démocratie représentative et la démocratie sociale, parce que c'est un tout, et que sur des enjeux aussi importants que le climat, c'est bien l'ensemble des 3 formes de démocratie qui n'en font qu'une, hein, sociale, représentative et participative, qui peuvent répondre à cet enjeu. Et donc, c'est ce que nous avons organisé dans ce CESE en réforme et où on a été très heureux d'accueillir beaucoup d'observateurs, Célia, en été, qui sont venus, beaucoup de journalistes français et internationaux, des scientifiques. On a une 40aine d'observateurs scientifiques, là aussi français et internationaux. Et puis aussi, c'était assez intéressant de voir des ministres qui venaient écouter ce que racontaient des scientifiques qui étaient discrètement dans les tribunes. Évidemment, il n'était jamais annoncé aux citoyens quand il y avait des ministres ou des parlementaires ou même des conseillers de l'Élysée. Et on a vu une volonté de voir comment ça se passait, d'avoir des citoyens qui discutaient sur des sujets aussi pointus et qui convergeaient. Alors, c'est vrai que parfois, au niveau médiatique, c'est compliqué parce que la convergence n'est pas quelque chose qu'il est facile de traduire en termes journalistiques, mais j'imagine que Célia pourra y revenir. Mais on a eu vraiment des journalistes extrêmement fidèles et qui se sont pris au jeu à la fois du thème et à la fois de la démarche. Et donc, je crois que c'est déjà un signe. Et si demain, ces propositions sont amenées au référendum, ce que l'on espère, c'est qu'on a déjà commencé finalement à faire naître le débat dans la société nécessaire à ce futur référendum. Oh là, merci Julien. Donc c'est vrai que c'est d'abord je remercie à la fois Mélanie et Grégoire, donc 2 citoyens qui ont été très actifs depuis évidemment le début de la convention. Peut-être Mélanie, tu peux commencer, je crois. Oui, voilà, c'est nous dire cette convention vue de l'intérieur cette fois. Tout à fait. Donc, comment fonctionne notre convention? Donc, effectivement, on a reçu une lettre de mission du Premier ministre. Notre mandat, c'est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Donc, on se réunit plusieurs week-ends depuis le mois d'octobre. Et on travaille également en intercession par le biais de vidéoconférences. On échange énormément entre nous, entre citoyens ou avec le comité de gouvernance, les animateurs, et on a aussi un site dédié sur lequel on peut échanger, un site fermé. Donc, nous sommes 150 tirés au sort et on a été répartis entre 5 groupes de travail. Là encore, c'était un tirage au sort, on n'a pas choisi nos groupes. Donc, les 5 groupes sont se loger, se déplacer, se nourrir, produire et travailler et consommer. Et on a rencontré vraiment un très très large panel d'intervenants, aussi bien des climatologues, des scientifiques, des experts, des économistes, des élus, des associations, des ONG, des industriels. Donc c'était soit à notre demande où on demandait des personnes spécifiques, soit on disait voilà, on voudrait voir tel ou tel profil et on nous proposait du coup les intervenants. Le but en fait, le but de nos travaux, donc, c'est de travailler sur des propositions qui seront ensuite proposées à l'exécutif pour être soit des lois, soit des réglementations ou éventuellement un référendum. Au niveau de la méthodologie de l'organisation en elle-même de la convention, donc, on est entouré par un comité de gouvernance auquel siègent des citoyens parmi les 150 aussi. Il y a aussi des garants qui s'assurent voilà, du bon fonctionnement de la convention. On a un groupe d'appui avec des experts qui nous aident dans nos travaux. On a un comité légistique aussi qui va nous aider dans tout ce qui est rédaction de textes de loi.
et on a une équipe d'animation, donc les animateurs qui sont là pour animer les débats, organiser les sessions de travail, etc. Pour vous faire peut-être un petit point à date de où est-ce qu'on en est actuellement dans la convention. Donc là, récemment, début avril, 3-4 avril, on aurait dû se réunir au CESE, mais malheureusement, avec la crise du Covid, on n'a pas pu, mais on a organisé du coup une session extraordinaire pour débattre en fait des enjeux climatiques et sociaux d'un plan de sortie de crise. Et on a décidé en fait de contribuer pour envoyer en fait une communication à la société française et à l'exécutif. Et à l'exécutif, on a envoyé d'ailleurs 50 de nos mesures. Le but, en fait, c'était vraiment d'alimenter la réflexion qui a lieu actuellement dans ce plan de sortie de crise. Au niveau de nos travaux, donc, on en est là à la fin. On a déjà... donc, du coup, on a les mesures. Elles doivent être votées à la dernière session qui aura lieu au mois de juin, 19, 20 et 21 juin. Et il y a pour le moment 150 mesures. Donc, ce n'est pas fait exprès. Hein. On est 150 et il y a 150 mesures. Et en attendant, du coup, cette session finale qui aura lieu fin juin, donc on ne sait pas encore si ce sera en présentiel ou en ligne. Ça dépendra de l'évolution de la situation sanitaire d'ici là. Mais en attendant, on continue de travailler, on approfondit nos travaux. Et là, par exemple, en ce moment, on travaille sur les financements. Et par la suite, on travaillera également sur les véhicules qu'on utilisera. Du coup, qu'est-ce qui pourra être des lois, des réglementations ou éventuellement un référendum. Merci, merci Mélanie. Voilà, bien Grégoire, merci. Je vais essayer de compléter. Alors moi, je vais plus parce qu'en fait, on n'a pas le droit de parler de nos mesures parce que pour l'instant, donc elles sont pas votées, pas amendées. Donc malheureusement, on pourra pas débattre de points bien précis parce que voilà, aujourd'hui, on est encore dans une phase un peu complexe où on va être à voter. Donc moi, je vais essayer de revenir plus sur notre expérience citoyenne, parce qu'on peut toujours se demander, et on se le demande encore aujourd'hui, pourquoi nous? Pourquoi 150 citoyens? Pourquoi 150 déjà? Pourquoi pas 150 experts? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi tirer au sort? Bon, en fait, c'est une question qu'on est les premiers à s'être posée. 150 experts, ça aurait été génial, mais en fait, ce qui a été recherché, et c'est un peu là où on peut trouver notre plus-value, c'est que parfois, les mesures qui peuvent être très bien pensées peuvent être hors sol vis-à-vis des citoyens, et nous, c'est là où on peut peut-être apporter notre petite pierre à l'édifice pour permettre à tout le monde de s'approprier la chose publique. Et donc, voilà, en fait, tout tient dans cette idée. Les citoyens doivent et peuvent participer à la question politique. On se doit d'être acteurs, donc nous, à 150, pour rendre la question climatique acceptable et vraiment terre à terre avec ce qui pourrait être acceptable. Alors, pour être clair, aujourd'hui, seul on n'est rien. Moi, j'ai été tiré au sort dans ma campagne normande. Je me sens très petit face à des personnalités très, très éclairées et très compétentes, comme Jean Jouzel, mais on en a rencontré plein durant cette convention. Mais à 150, on représente autre chose. On représente la représentativité de la France. Donc, on est une France en miniature. Et donc, à 150, on serait capable, peut-être, et a priori, c'est tout l'enjeu de cette convention, de dire, voilà, ça, c'est pas acceptable. Ça, dans un esprit de justice sociale, les Français seraient pas prêts à l'accepter. Mais ça, en revanche, ils seraient prêts à faire ça. Ils seraient prêts à faire cet effort. Et ça, c'est vraiment notre plus-value. Les experts qui crient et qui hurlent à l'urgence climatique depuis des décennies, en fait, ils sont avec nous. Ils se disent pas, c'est quoi, pourquoi vous les écoutez eux et pas nous? C'est au contraire, ils disent, nous, on nous écoute pas. Peut-être vous, on va vous écouter, donc on va vous aider, on va vous accompagner. Ils nous ont formés, ça va faire 9 mois qu'on se forme avec eux. Et on va peut-être arriver à trouver les bons mécanismes qui fait que ça va enfin fonctionner, les choses vont enfin bouger. Et ça, c'est, nous, en tant que citoyens, c'est un poids qui nous est tombé dessus un peu sur les épaules, parce qu'encore une fois, on est tiré au sort, on n'est pas élu, on n'a rien demandé à personne, et on nous a dit, voilà, pendant 9 mois, pendant plusieurs mois, tu vas être formé, tu vas devoir trouver la bonne solution pour que ça fonctionne enfin. On pense qu'on va y arriver, là, on arrive au bout, comme le disait Mélanie, on arrive avec un gros paquet de mesures. Il faut le rappeler, on ne fera pas tout. On ne proposera pas tout, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse une copie complète sans trou dans la raquette. On n'est pas l'alpha et l'oméga de la transition, mais en revanche, on va proposer de donner un élan avec une grosse trajectoire, des grosses ambitions.
Et déjà, si on arrive à faire bouger les lignes à ce niveau-là, bah, ce serait une vraie réussite. Et avec aussi le laïus, nous, on ne décide pas, on propose. Ce n'est pas nous qui allons décider. Nous, on va voter peut-être en tant que citoyen au référendum, mais sinon, c'est les assemblées élues qui vont prendre en main nos propositions et potentiellement les manipuler, en faire autre chose. Et là, du coup, il y aura un autre enjeu, qui est l'enjeu de l'après, qui est de se dire, voilà, nos propositions, elles vont être transmises au gouvernement et à la société française. Comment est-ce que tout le monde va pouvoir s'en saisir? Et là, c'est l'enjeu collectif de prendre le pas, c'est-à-dire aux citoyens de se dire, voilà, des citoyens ont travaillé et ont proposé un plan climatique, peut-être que moi, je m'y retrouve dedans. C'est tout l'enjeu d'être représentatif à 150. La société civile, les politiques, les experts qui nous ont accompagnés, je pense s'y retrouvent aussi, et on le voit bien, quand les 50 premières propositions de notre trajectoire sont sorties, en fait, on se rend compte qu'on est soutenu par beaucoup de gens, et ça rassure un petit peu, dans le sens où on ne vise pas à côté. On est assez ambitieux dans ce qu'on a proposé, ambitieux, mais dans la notion d'acceptabilité. Et voilà, donc après, il faut comprendre que les doutes des 150, en fait, c'est nos propres doutes, c'est les propres doutes de la société française. Est-ce qu'on va être écouté? Est-ce qu'on va aller assez loin? Est-ce qu'on va aller trop loin? Nous, notre objectif, c'est de trouver le bon équilibre qui permet de lier justice sociale, climat, politique, économique, société, citoyen. On essaye vraiment de trouver cet équilibre. Je pense qu'on va le trouver, qu'on va réussir à proposer quelque chose de fiable. C'est tout l'enjeu de l'exercice, un exercice inédit, mais bon, voilà, moi je pense qu'on va réussir. Et moi, je vais finir par cette note d'espoir que j'espère vraiment qu'on arrive à aller même jusqu'au référendum où les 150 citoyens rendent à l'ensemble des citoyens un peu de notre travail et qu'on le soumette au vote pour pouvoir voir en fait si effectivement on a bien été représentatif dans notre réflexion, dans nos idées, outre que par notre représentativité statistique. Voilà pour moi. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Oui, je pense que vous aurez des questions, toi et Mélanie, sur le fonctionnement et sur, bien sûr, sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai qu'on regrette tous un petit peu. Normalement, cette réunion était prévue une fois que la convention était terminée. Mais voilà, donc on a gardé la date, mais effectivement, on ne peut pas vraiment parler des mesures elles-mêmes. Elles ne sont pas adoptées comme tu l'as rappelé, Grégoire. Célia, merci. Alors, merci à vous. L'œil de la journaliste, Célia. Merci à toi. Et bonsoir à tous. Moi, ce qui me passionne en fait dans cette Convention citoyenne pour le climat, c'est que c'est une expérience totalement inédite en matière démocratique, politique, même médiatique, puisqu'on a pu effectivement assister à quelques échanges, à quelques travaux de groupes de travail, alors qui d'ailleurs appréciaient pas toujours qu'on soit là dans les salles pour écouter ce qu'ils disaient, mais bon, c'est bien le rôle des journalistes de voir comment ça se passe à l'intérieur et puis ensuite de donner un écho et de donner à voir à tout le monde ce qu'est cette convention citoyenne. Alors effectivement, Julien parlait de l'origine de cette convention citoyenne. Ce qui est quand même assez étonnant et qui rend cette convention encore plus intéressante, c'est que finalement Emmanuel Macron demande aux citoyens de réussir là où lui, il a échoué, puisqu'en fait, ce qui a échoué, c'est cette taxe carbone qui aurait sans doute été bonne pour le climat, mais qui était jugée injuste socialement. Ça a donné le mouvement des Gilets jaunes. Après, ça a donné le grand débat. Et finalement, Emmanuel Macron, il dit aux citoyens, moi, je n'ai pas vraiment réussi à faire cette taxe carbone. Maintenant, à vous d'imaginer des solutions miracles, finalement. Donc, c'est une tâche énorme pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Imaginez un petit peu la lourdeur de la tâche pour les citoyens, c'est considérable. Il a bien fallu s'y mettre. Et ce qui m'a intéressé moi aussi de ce point de vue-là, c'est qu'au départ, cette convention citoyenne a été très critiquée par la société qui se méfiait d'Emmanuel Macron vu la crise des Gilets jaunes et qui disait mais finalement cette convention servira simplement à entériner des mesures que le gouvernement avait imaginées, mais on demandera aux citoyens de les formuler et ainsi elles seront appropriées par la société. Et ça a été critiqué aussi par les ONG qui disaient finalement ces solutions pour le climat, on les connaît, on les propose nous depuis des années et là on va demander à des citoyens de les proposer mais ils ne vont pas inventer l'eau chaude non plus, donc finalement à quoi bon? Donc ça partait pas très bien cette convention quand même, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et puis finalement, les citoyens ont montré par leur travail acharné, par l'originalité aussi du modèle, que ça pouvait fonctionner.
qu'ils étaient capables de se réunir en groupe de travail pour décider de thèmes, pour aller au fond du sujet. En plus, avec une difficulté que moi j'ai observée dès le départ, et je me disais, mais enfin, comment ils vont faire? Je me mettais à leur place, je me disais, mais c'est comme un ministre, on leur demande de prendre des mesures qui engagent toute la société, mais ils n'ont pas le budget. Ils ne savent pas exactement de combien d'argent ils disposent pour finalement prévoir ces mesures. Quand on parle de rénovation énergétique des bâtiments, eh ben, il faut savoir si dans le budget de l'État, on a l'enveloppe qu'il faut. Et finalement, ces citoyens ne savaient pas non plus au début dans quel cadre juridique ils évoluaient, c'est-à-dire est-ce que certaines mesures qui nous font rêver, auxquelles on pense, est-ce qu'elles sont légales, ne serait-ce que ça ou pas? Et finalement, au fur et à mesure des week-ends, il y a eu des économistes qui sont venus, il y a eu des experts qui sont venus, des conseillers juridiques, et donc ils ont pu finalement confronter leurs idées, confronter leurs propositions à ce cadre économique et à ce cadre légal. Donc finalement, en relativement peu de temps, on voit qu'on peut demander à une assemblée citoyenne de 150 personnes de se mettre sur la table, de travailler et d'élaborer effectivement un calendrier de propositions. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Convention citoyenne a eu un parcours semé d'embûches, puisqu'il y a eu les grèves de décembre qui n'ont pas permis aux citoyens de venir systématiquement au CESE. Donc, il y a eu des Zooms, comme on se voit ce soir, voilà, pour que les citoyens puissent débattre entre eux. Ensuite, il y a eu ce confinement. Et moi, j'ai été assez impressionnée de voir qu'au-delà de tout le travail qu'ils ont pu voilà, formuler sur la question qui leur était posée sur le climat elle-même, ils ont su saisir cette occasion dramatique de cette crise du coronavirus pour sélectionner 50 propositions parmi les 150 sur lesquelles, tant bien que mal, ils s'étaient entendus, pour les soumettre au gouvernement très rapidement le week-end, juste avant qu'Emmanuel Macron voilà, s'exprime devant les Français. C'était le lundi de Pâques, début avril. Et donc là, en très peu de temps, ils ont réussi à identifier 50 propositions et à dire, ben là, voilà, on ne sait pas ce que va devenir cette Convention citoyenne climat, mais là, nous, ces 50 propositions, c'est pour nous des propositions de sortie de crise. Et là, on voit que finalement, une assemblée citoyenne est tout à fait capable de réagir au quart de tour et de s'adapter au contexte politique et social et même mondial pour continuer à exister. Alors maintenant, la grande question qu'on va continuer à observer, nous, en tant que journalistes, et qui est vraiment le grand mystère, finalement, de cette convention, c'est ce que le gouvernement va en garder, ce qu'Emmanuel Macron va en garder. Là, pour le moment, on ne peut rien dire, c'est-à-dire qu'il est venu s'exprimer au CESE devant les citoyens, il a dit que voilà, il s'engageait à transmettre des propositions sans filtre. N'empêche que le filtre, c'est lui, on l'a bien compris. Et donc, il faudra voir dans le contexte de la crise si certaines mesures pourront être gardées. Moi, ce que je me dis en tant qu'observatrice, c'est qu'il s'est quand même engagé, le président de la République, en créant lui-même cette convention citoyenne, en venant devant les citoyens. Là, bon, le gouvernement visiblement a reçu les 50 propositions, ils n'ont pas encore dit ce qu'ils allaient en faire, mais bon, ils ont pris acte des 50 propositions. Et je me dis que Emmanuel Macron ne peut pas ne rien en garder. Politiquement, ce serait trop dangereux, surtout dans le contexte de la crise mondiale où on dit que le climat, la biodiversité doivent être protégés, que la crise du coronavirus n'est pas étrangère à tout ça. Je ne vois pas comment il peut ne pas garder certaines mesures. Et puis, moi, je dirais que ces mesures, on va en parler, on va peut-être rentrer dans le détail des 50 mesures qui ont été proposées, mais que ce soit relocaliser l'économie, que ce soit rénover les bâtiments, bon, ce sont des mesures qui sont dans la droite ligne d'un plan de relance dont on a besoin aujourd'hui pour sortir de cette crise du coronavirus. Donc, je vais essayer de positiver un petit peu et je me dis qu'on peut espérer que cette crise du coronavirus, si elle a d'une certaine façon mis un petit peu, voilà, retardé le travail de la Convention citoyenne, il lui a enlevé un petit peu de lumière, puisqu'il y aurait certainement eu beaucoup plus de sujets médiatiques, beaucoup plus de choses sur cette convention s'il n'y avait pas eu le confinement. N'empêche qu'on peut se dire que, cette crise du coronavirus rend, à mon avis, encore plus indispensable
aujourd'hui la traduction en actes des propositions et des conclusions de la Convention citoyenne. Merci, merci Célia. Donc, bon, Grégoire, Julien, Mélanie, si vous avez quelques compléments, donc avant de passer aux questions, si vous avez quelques mots que vous souhaitez redire ou ajouter, n'hésitez pas. Non, simplement peut-être préciser, effectivement, Célia le disait, il y a cet enjeu, et c'est bien normal en tant que journaliste qu'elle le soulève, c'est qu'est-ce qui va en être fait après, mais c'est la question que tout le monde se pose, et je crois que le pari qui est fait, c'est d'essayer, de se dire que finalement, de toute façon, si on commence par se dire que tout cela va servir à un classement vertical, eh bien, de toute façon, ce sera perdu d'avance. Et moi, j'ai envie de croire, de toute façon, que, le débat parlementaire aura lieu, les parlementaires pourront faire leurs amendements, mais sauf que le débat parlementaire, il sera un tout petit peu différent parce qu'il y aura au moins 150 citoyens qui auront construit des propositions qui seront débattues. Et donc, l'argumentaire politique sera peut-être plus noble pour le Parlement que celui qu'on peut parfois observer. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, j'imagine aussi que demain, si jamais, admettons, je ne le souhaite pas, mais il y a une censure qui est faite par l'exécutif. Et donc, tout n'est pas mis sur le banc du Parlement, sur le bureau du Parlement. Rien n'empêche l'opposition de déposer une proposition de loi qui reprendrait. Et alors, nous aurions un exercice de débat assez intéressant puisque nous aurions un ministre au banc qui viendrait contredire des propositions issues de quelque chose installé par le président de la République. Donc, on voit bien là qu'il y a un écosystème externe déjà qui existe et Célia le relevé pour dire quand même que cette démarche est intéressante et qu'elle mérite d'aboutir. Et il y a aussi un écosystème politique qui fait que ce n'est pas possible que rien n'en soit fait. Voilà. Et puis, je peux ajouter qu'il y a une influence de toute façon des propositions des citoyens qui existe et qui est déjà là, même si elle n'est pas dite par les politiques. Quand on entendait Bruno Le Maire cette semaine encore dire qu'il fallait que les aides au secteur automobile soient conditionnées à une relocalisation de l'économie, certainement que le travail de la Convention lui a été glissé dans l'oreille. Et donc là, dans les mesures qui vont être présentées bientôt du plan de relance, certainement que certaines mesures seront en écho avec des conclusions de la Convention citoyenne et le gouvernement aura d'autant plus de facilité à les reprendre à son compte qu'elles auront été admises d'une certaine façon par une convention citoyenne. Et ce qui n'est pas une ONG ou qui n'est pas voilà, un groupe politique défini, c'est une convention citoyenne de citoyens tirés au sort. Donc il y a peut-être déjà une influence qui n'est pas dite. Merci Célia. Donc pas de complément. Mélanie, Grégoire. Donc je vais passer la. Alors là, je pense que je passe la main à David pour les questions à David, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc du coup, j'ai pu compiler certaines questions de nos spectateurs. J'ai Jean-Philippe qui demande pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu de la Convention citoyenne pour le climat dans les médias. Donc peut-être que Célia pourrait y répondre. Pardon. Ok. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on en parle si peu. Alors, nous, à France Inter, on suit cette convention depuis le début. On n'a pas raté un seul week-end. On passe des sujets régulièrement dans les matinales. On a consacré quelques émissions aussi. Les grands journaux le font. Le Monde, Le Figaro, Les Échos en parlent. Et donc, je crois qu'il y a une chaîne parlementaire aussi qui était assez présente. Alors après, peut-être que la question, si elle s'adresse aux chaînes de télé, c'est vrai que moi, j'ai été surprise, par exemple, de voir les chaînes de télé essentiellement présentes le soir où Emmanuel Macron est venu. Encore une fois, il faut qu'Emmanuel Macron vienne pour que les chaînes de télé se déplacent en masse. Ça, ce sont des logiques de chaînes, en fait, d'information. Moi, je ne parlerai que de la mienne. Mais en ce qui nous concerne, on a eu au contraire à cœur de beaucoup parler de cette convention, d'abord parce qu'elle était inédite, parce que c'était intéressant d'y être, et parce que voilà, on considère que c'est notre rôle aussi de médias de service public de s'y intéresser. Ouais, d'autres. Et dans la presse régionale, qui est-ce qui peut commenter, Grégoire? Chez toi, là, on en parle? En fait, nous, on a un peu aussi cette vision qu'on ne parle pas assez de la Convention citoyenne dans les médias. À côté de ça, nous, en tant que citoyens,
qui encore une fois sortant de, entre guillemets, nulle part, on est assailli par les journalistes tout le temps. Effectivement, les presses régionales nous suivent. Enfin, moi, je vois en Normandie, le France 3 Normandie me suit, le Ouest France Normand de mon coin me suit et parle de la convention à chaque session. Mais je peux comprendre que ça fasse pas les gros titres parce qu'on est dans une phase de travail pour le moment. On est dans une phase qui n'est pas forcément la plus glamour, la plus intéressante parce qu'on est dans une phase où ça potasse, on engurgite, on rédige. C'est quand les propositions seront là, je pense que ça parlera plus. Et effectivement, à moins de voir Nicolas Hulot ou Emmanuel Macron venir nous voir, on ne nous verra pas sur BFM ou au journal de TF1. C'est comme ça. Mais parce que c'est pas les phases les plus intéressantes de la convention, c'est peut-être celle où nous on travaille le plus, mais en fait quand on aura fini, là il y aura de quoi parler, il y aura les mesures un peu polémiques à sortir, et là forcément on parlera beaucoup plus de nous. Enfin moi je l'imagine comme ça. N'hésitez pas à parler, hein, Julien, Mélanie, à intervenir, ou autrement s'il n'y a pas de commentaires. Non, mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était content de sa communication. Donc, bon, voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est que nous, c'est vrai qu'on est très, très évidemment investis dans cette convention qui nous prend énormément de temps et on a toujours un regret que la presse ne parle pas plus de ce que l'on fait. Après, effectivement, il y a d'autres sujets d'actualité à traiter. Et puis, c'est vrai que, oui, mettre des citoyens dans une salle qui débattent, écoutent des scientifiques et essaient de converger, évidemment, c'est pas. Enfin, c'est comme vous êtes en train de zapper, vous tombez sur la chaîne parlementaire, en gros, vous allez plus regarder les questions d'actualité que les débats sereins, quoi. C'est pareil. Et donc, effectivement, alors après, on a des médias qui nous suivent. Enfin, voilà, effectivement, il y a France Inter qui parle systématiquement à chaque session de la Convention. On a La Croix, on a le Nouvel Obs, on a Ouest France, on a le groupe EBRA également, donc la presse de l'Est de la France. On a eu une de Sud-Ouest, on a eu beaucoup de France Bleu. On a Public Sénat donc, qui fait un reportage au long cours sur la Convention. Donc, voilà, donc on a de la presse comme ça. Après, la difficulté, c'est que, effectivement, il faut qu'il y ait de la matière. Donc, nous, on a voulu jouer la transparence en ouvrant au maximum aux journalistes, hein, quand même. Je ne sais pas, Célia, ce que vous en pensez, mais on a vraiment voulu essayer d'ouvrir au maximum tout en assurant la sérénité des débats. Donc, c'est un peu une injonction contradictoire avec laquelle il faut qu'on travaille. Mais par contre, et ça a été plutôt respecté en dehors de la fuite qui a été faite sur les 50 mesures qui étaient non votées, non amendées, transmises exclusivement à l'exécutif et qu'on finit par sortir dans la presse. C'est regrettable. Et en plus, des journalistes fidèles et qui avaient respecté le deal de dire que tant que tout n'est pas voté, rien n'est voté. Donc, ne parlons pas des propositions parce qu'on va faire naître le débat politique sur une seule proposition alors que ce sera un ensemble. Et en plus, vous ne savez même pas si cette proposition va être amendée. Oui, un certain nombre, voilà, certains médias n'ont pas respecté ça. Et je prends l'exemple de la journaliste de La Croix qui suit et qui est là à toutes les conventions. Elle était très frustrée de ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Maintenant, est-ce qu'on en parle assez? Je ne sais pas. J'espère qu'on en parlera beaucoup aussi après. Mais pour vous dire, on était un peu sec au début. Très franchement, une fois qu'on vous avez dit, voilà la typologie des 150 citoyens. Donc là, ils n'étaient même pas arrivés. Donc, il fallait qu'on communique sur, voilà, statistiquement, on a 25% de non-diplômés, 52% de femmes. Voilà, bon. Donc, c'est compliqué comme matière à communiquer. Ensuite, ils ont été là. Donc là, effectivement, ils s'installent. Mais une fois qu'ils sont installés, oui, vous avez l'avenue de Nicolas Hulot, vous avez l'avenue du président de la République, vous avez tout ça qui fait un peu de communication. Mais sur le fond, c'est assez compliqué. Et je me mets à la place 2 secondes des journalistes où je me dis, c'est compliqué de dire, ils ont travaillé. Ils ont travaillé parce que voilà, il n'y a pas de proposition à ce stade à sortir. C'est très difficile aussi d'une certaine façon parce qu'au début, les citoyens dans l'hémicycle disaient, moi ça me faisait sourire, on ne parle pas assez de nous, que font les journalistes, il faut absolument qu'il y ait un écho qui soit donné à cette convention citoyenne. Et puis après, quand on en parle et quand on rentre dans les réunions, on sent aussi qu'on dérange un petit peu, que notre présence peut gêner le processus de réflexion. Moi, un week-end, je me suis invitée dans
un groupe de travail sur le logement et je trouvais ça intéressant de voir de l'intérieur les échanges, les débats, les positions différentes des uns et des autres, comment ils finissent par se mettre d'accord, etc. Et puis, à l'issue de ça, j'ai diffusé un reportage sur France Inter un matin sur ces coulisses, mais qui était assez sobre, assez juste, il n'y avait pas de souci. Et puis ensuite, Thierry Pêche s'est exprimé dans l'hémicycle en disant, bon, on doit fermer les salles aux journalistes parce que ça dérange les citoyens. Donc nous, on est tout le temps pris finalement entre deux injonctions aussi. On a envie de montrer, on a envie de donner à voir, et puis on ne veut pas non plus complètement gêner le processus de création de propositions, presque un processus législatif. Donc c'est très difficile. Je pense que les journalistes parleront des propositions quand ce sera le moment. De toute façon, il y aura un écho qui sera donné à la fin. Mais c'est vrai quand même que c'est toujours mieux si on peut suivre de manière plus proche et plus au long cours, plus précise. Merci. Peut-être on peut passer à la question suivante, David, s'il y en a. Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, la convention est accompagnée par le Haut Conseil pour le climat? Cécile pense notamment au rapport publié récemment pour la sortie de crise, mieux prévenir, mieux guérir. Qui est-ce qui répond? Julien, vas-y, je peux donner. Oui, non, très rapidement. Donc, effectivement, il y a le Haut Conseil au climat par ses experts et ses membres, d'ailleurs, sont intervenus à plusieurs reprises devant la Convention. Valérie Masson-Delmotte, on disait tout à l'heure, par exemple. Et puis, par ailleurs, il y a eu un socle d'informations, on l'a appelé comme cela, qui a été remis aux citoyens au début et qui reprend un bon nombre d'éléments du rapport qui était publié à ce moment-là par le HCC. Donc, on était au premier week-end d'octobre. Donc, le mieux prévenir, mieux… j'ai perdu la suite, mais bon, qui a été évoqué tout à l'heure, mieux prévenir, mieux guérir, n'a pas été porté en tant que socle à la connaissance des citoyens. Mais la volonté, c'était aussi de se dire qu'il y avait des données scientifiques à porter à la connaissance, mais il y avait aussi des données sociales. C'est pourquoi, par exemple, un certain nombre d'acteurs syndicaux et patronaux sont intervenus également, parce qu'ils ont dans ce mandat le côté justice sociale. Et ça nous paraissait important en tant que comité de gouvernance de leur permettre d'avoir à la fois les données scientifiques et à la fois les données sociales et économiques. Et donc, on s'est efforcé d'avoir, et puis aussi les données militantes, qui ne sont pas d'ailleurs toujours appuyées sur des éléments scientifiques, des uns ou des autres. Donc, voilà, donc on a essayé d'avoir l'ensemble du panel. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un certain nombre d'avis aussi du CESE ont été portés à la connaissance des citoyens. Merci Julien. Oui, effectivement, ce que j'allais dire, il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait au CESE. Voilà, moi-même, j'y suis depuis une dizaine d'années et j'en suis à mon 6e rapport, dont un avec Julien d'ailleurs, quand même. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup aussi, mais je souhaite, disons, saluer la qualité du travail du Haut Conseil sur le climat et je pense le fait qu'il y ait ce Haut Conseil est aussi vraiment important. Voilà, donc. Bien sûr, ce sont des gens, enfin, vraiment ce dernier rapport, le rapport annuel, le premier rapport annuel et cet avis sont vraiment d'excellente qualité, très utiles, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on continue, David, mais autrement, vous prenez la parole, Célia, Grégoire, Mélanie, n'hésitez pas. Oui, j'ai Rodrigue qui demande quels enseignements peut-on tirer des crises sanitaires, notamment le Covid-19, économique et sûrement sociale à venir, sur la façon de lutter contre la crise climatique. Donc moi je peux peut-être, voilà, je vais peut-être te dire quelques mots. Redonner quelques chiffres par rapport à la crise sanitaire et ce qui nous préoccupe ce soir, donc vraiment l'aspect climat. Disons bien sûr, une fois qu'on a dit que les 70% des émissions de gaz à effet de serre étaient liées à notre utilisation de pétrole, de gaz et de charbon, la diminution de l'activité économique associée à la crise sanitaire s'est traduite par une diminution de l'utilisation des combustibles fossiles à l'échelle planétaire. Elle a été de l'ordre, donc les émissions, la diminution est de l'ordre de 30%, disons sur les dernières semaines. Ça peut dépendre d'un pays à l'autre, évidemment. Et disons que si on pense que cette diminution va
courir sur à peu près 2 mois, grosso modo, on va vers une diminution annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 5%. Alors ce chiffre de 5%, il est intéressant. Alors, il est intéressant, donc un premier point, c'est que, bien sûr, si on vise par exemple 1,5 degré, la division par 2 à horizon 2050, pratiquement au niveau planétaire, il faudrait diminuer de 7% par an les émissions de gaz à effet de serre. Même en France, disons, les 40%, c'est diminuer entre 3 et 4% chaque année d'ici 2030. Donc, vous voyez, ce qui est fait cette année, dans le meilleur des cas, y compris en France, on aura probablement une diminution aussi de quelques pourcents. Eh bien, c'est ce qu'il faudra faire chaque année de façon régulière, sans revenir, d'ici 2030. On voit bien l'ampleur de l'effort, et c'est vrai que cette urgence, on l'a dit, on l'a redit depuis très longtemps. Ce qu'il faut surtout éviter, évidemment, c'est ce qui s'est passé en 2008. En 2008, il y a eu donc cette crise liée à tout autre problème, une crise économique liée aux subprimes. En 2009, il y a une diminution des émissions de gaz carbonique d'à peu près 1%, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis en 2010, eh bien, c'est reparti vers, disons, une augmentation de 6%. En gros, disons, cette tendance qui était alors d'augmentation de à peu près 3% chaque année, qui est plutôt 2% actuellement à l'échelle planétaire. Donc, c'est évidemment cela qu'il faut éviter, c'est bien l'enseignement. Donc, et je pense, disons, sans vouloir, disons, en tant que climatologue, sans vouloir influencer quoi que ce soit, qu'évidemment, on est à un moment de pause où on voit bien qu'on a peut-être une chance de repartir sur une économie plus sobre en carbone. C'est loin d'être gagné, mais c'est quand même un message que j'imagine donnera la Convention citoyenne et qui est évidemment un message très important. Voilà, donc oui, disons, ça nous donne cette crise nous donne aussi l'idée que des mesures qui pourraient être prises, il y a une certaine synergie, par exemple, dans le domaine de d'abord le caractère planétaire de la crise sanitaire et de la crise climatique sont quand même assez notables. Et puis, quand on parle de relocalisation des activités, eh bien, ça vaut bien sûr pour la crise sanitaire et pour être mieux préparé à la prochaine crise sanitaire, mais ça vaut aussi pour tout ce qui concerne la transition, on parle ici beaucoup plus de climat, mais la transition au sens large, tout ce qui concerne la perte de biodiversité, l'environnement au sens large. Donc, oui, il y a des enseignements à tirer certainement de cette conjonction entre crise sanitaire et crise économique liée, et puis ce nécessaire, on est vraiment au pied du mur en ce qui concerne l'urgence climatique. Voilà, donc je suis sûr que Célia, tu peux ajouter quelque chose. Alors, non, mais ce que je peux juste ajouter, c'est que le Haut Conseil pour le climat aussi a fait le lien entre voilà, la perte de biodiversité, la déforestation, les dangers qui pèsent sur le climat et cette crise du coronavirus. Et effectivement, si on peut peut-être essayer de voir un mérite, entre guillemets, je pèse mes mots à cette crise, c'est que finalement, au niveau mondial, il y a la lutte contre le réchauffement climatique, il y a la lutte pour la protection de la biodiversité. Et là, j'ai le sentiment, moi, que depuis quelque temps, les deux enjeux se rejoignent nettement, puisqu'on fait le lien maintenant entre la déforestation, donc on abîme la biodiversité, on abîme certaines espèces, on crée, il y a davantage de contact entre l'animal et l'homme, et en même temps, qui dit déforestation, dit puits de carbone en moins, stockage de CO2 en moins, et donc réchauffement climatique. Et finalement, même pour les journalistes environnement, parfois, il y avait vraiment deux sujets bien séparés, biodiversité et climat. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on fait le lien maintenant. Oui, c'est vrai. Merci. Qui veut ajouter moi, peut-être un tout petit peu, parce que la question, on peut aussi la prendre de manière beaucoup plus terre à terre, enfin, beaucoup plus proche du terrain, dans le sens où ça fait même réfléchir les citoyens à leur manière d'envisager la crise climatique, parce qu'en fait, on se rend compte que pour des raisons de santé, le citoyen, il est capable d'accepter de changer sa manière de vivre, changer sa manière de faire. Et ça, c'est quelque chose qui résonne en fait beaucoup à nos mesures, parce qu'on n'arrête pas de dire il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des efforts et encore des efforts. Bah là, en fait, les efforts, on a eu une urgence qui était certes une urgence sanitaire, mais les efforts, ils ont été faits, ils ont été acceptés, ils ont été encaissés. La société française, elle s'est métamorphosée pour se mettre en ordre de marche pour lutter contre cette urgence. Bah, si elle arrive à faire la même chose pour l'urgence climatique, en tout cas, moi, si ça peut me prouver quelque chose, c'est qu'on est capable de bouger, de changer, quand on comprend que notre intérêt, et notamment nos intérêts vitaux, sont en jeu. Et bah,
à ce niveau-là, je pense que oui, ça peut faire résonner un petit peu de propositions où on va demander des efforts, on va demander de changer. Bah, en fait, on se rend compte que ce n'est pas impossible, on peut le faire. Encore une fois, il faut réussir à bien montrer en quoi c'est une urgence et en quoi, quels en sont les dangers. Et avec ça, bah, en fait, les gens, ils ne sont pas idiots, hein. Les gens, quand ils comprennent que c'est dans leur intérêt, ils vont bouger, ils peuvent faire les efforts. Le tout, c'est d'arriver à ce cheminement. Là, il a été très rapide pour l'urgence sanitaire. On peut espérer que ça s'accélère pour l'urgence climatique et que les gens commencent à changer. On le voit là au niveau de l'agriculture ou de l'alimentation avec l'émergence des circuits courts. Et voilà, effectivement, depuis le début de la crise du coronavirus, les particuliers ont beaucoup plus contacté des producteurs maraîchers locaux pour faire leurs courses. Enfin, un autre système s'est mis en place. Et finalement, les propositions que vous avez, vous, en tant que citoyen, dans la Convention citoyenne, comme voilà, justement davantage de circuits courts, davantage d'agriculture bio, etc. Vous pouviez vous dire peut-être à l'époque, il y a quelques semaines, est-ce que ça va passer? Parce que quand on regarde les supermarchés, comment ils s'approvisionnent, etc., c'est compliqué. Là, on a montré finalement que c'était possible. Donc peut-être que vos propositions deviennent plus acceptables aussi dans ce contexte. Merci. Ouais. Prochaine question. Alors, question suivante, s'il n'y a pas de réaction supplémentaire. Merci. David, s'il y en a, j'espère. Oui, pour Mélanie et Grégoire, est-ce que participer à ce processus vous a donné envie de vous engager davantage dans les politiques, dans des projets à enjeux climatiques, en plus de la Convention? Alors en fait, je réponds. Disons qu'il y a deux aspects. Il y a déjà, on est très attaché au suivi de nos mesures, c'est-à-dire là, après la Convention, qu'est-ce qui va se passer avec nos travaux, avec nos mesures. Et il y a aussi le côté de se dire, tout ce qu'on a appris, toute cette expérience extraordinaire, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on a eu cette responsabilité et maintenant, comment est-ce qu'on peut se servir de ça? Comment est-ce qu'on peut le mettre à contribution pour continuer ce combat, en fait? D'accord. Ouais, moi je suis d'accord, on a été formés, là ça va faire 9 mois aux enjeux climatiques, aux enjeux de démocratie participative, aux enjeux de justice sociale. Notre engagement, il a commencé sans qu'on... On a été tiré au sort, donc notre engagement, il n'est pas venu de nous, il est venu du sort. Maintenant qu'il est là, les 150, ils n'ont pas envie de lâcher, ils ont envie de continuer. Et il y aura la fin de la convention, mais j'imagine pas un seul qui soit resté indemne de cette convention, dans le sens où il n'aura pas développé quelque chose pour une envie de s'investir, de se mobiliser, de changer soit sa manière d'être et de faire, soit d'essayer de faire changer les autres. Et oui, moi je pense qu'on va continuer. Je pense que les 150, ils vont continuer à avoir un œil attentif aux questions générales sur la transition climatique, mais aussi beaucoup plus précisément sur les mesures qui vont ressortir de notre travail. Et là-dessus, on restera vigilant sur l'après. Et je pense que notre travail, il n'est pas fini. Merci. David, alors je te redonne. S'il y a d'autres questions, David? Oui. Oui, parmi les entreprises qui ont été auditionnées, est-ce que vous avez eu des retours sur leur position, notamment sur la responsabilité de l'entreprise? Oui, allez-y. Julien ou Mélanie, Grégoire, oui, il y a eu effectivement... Oui, très rapidement, il y a effectivement eu beaucoup d'entreprises qui ont été entendues, des petites, des très petites, des moyennes, des très très grosses. Donc, il y a eu de tout entendu. D'ailleurs, je dois le dire quand même, ils se sont plutôt prêtés au jeu. Ça a été assez simple. Par exemple, toutes leurs interventions ont été filmées et diffusées. Nous n'avons eu aucune opposition de la part de ces entreprises sur le côté filmé et diffusé. Ensuite, elles ont fait, je ne sais pas, vous avez une marque de distribution qui est venue avec un poulet bio, par exemple, pour montrer qu'il faisait du bio. Et les citoyens lui ont dit, c'est bien, mais ton poulet bio, là, il est dans un bon paquet en plastique, dans une bonne barquette en plastique. Donc, l'exemple a ses limites, quoi. Voilà, mais et après, il y en a qui sont venus en disant, oui, nous, on est sur ça, on envisage plutôt d'aller vers tel type de direction, mais ça met du temps. On n'a pas forcément à la fois les chaînes de production et les ressources de formation. Les filières de formation ne sont pas toutes stabilisées également. Je crois que
Ils étaient plutôt sur une volonté d'avancer. Moi, j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté, enfin voilà, qu'ils étaient intéressés par l'exercice. Ils avaient aussi envie de voir à quoi ça ressemblait, très franchement, les acteurs économiques. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a certaines ONG qui ont été extrêmement critiques sur la Convention citoyenne et qui, par contre, étaient très contentes de pouvoir venir être auditionnées. On demandait à être re-auditionnées une deuxième fois, même si elles disaient que tout ça, c'était un écran de fumée de Macron. Donc voilà, finalement, les acteurs ont tous leurs particularités et les acteurs économiques comme les autres. On a essayé, nous, que ce soit des débats contradictoires. Pour prendre un exemple, nous avons le patron de PSA qui est intervenu. Eh bien, par exemple, sur le même temps, il y avait également Priscilla Ludowski qui était présente de manière à pouvoir échanger aussi sur… Bon, voilà, on était clairement dans le groupe de travail se déplacer. Hein, donc, vous voyez les discussions qu'il pouvait y avoir. Nous avons voulu, par exemple, en même temps que la FNSEA, qu'il y ait aussi Greenpeace qui soit présent sur le même échange. Donc voilà, on voulait vraiment qu'il y ait des échanges et qu'il y ait des points de vue. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a les bons et il y a les méchants, mais en tout cas que les citoyens puissent percevoir que chacun, vu de leur fenêtre, ils ont leurs arguments. Et votre perception, Mélanie et Grégoire, alors, par rapport à cela? Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que, comme l'a très bien dit Julien, on était dans une logique où il y avait une pluralité des sphères économiques qui nous étaient présentées et de faire. Alors, moi, je suis dans le groupe Se Loger, faire débattre la Fédération française du bâtiment et quelqu'un qui isole à la paille avec 2 salariés. Et ils se confrontent sur ce qui est possible, sur ce qui est faisable, sur ce qui n'est pas faisable, sur quels sont les blocages. Et ben, c'est ça qui nous a apporté, nous, après notre matière à réflexion. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant et important. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi une demande des citoyens de ne pas entendre toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les grands lobbies, les grandes entreprises qu'on entend parfois souvent. Et bah, il y a eu une envie des citoyens d'entendre les petits artisans. En fait, c'est les citoyens qui demandaient à rencontrer les personnes. Ce n'est pas les personnes qui venaient à nous en disant « moi, je veux être entendu ». Et ça, c'est important à comprendre parce qu'en fait, c'est les citoyens qui ont dit voilà, moi, je veux un expert sur telle thématique. Je veux entendre une petite entreprise. Je veux entendre un maire d'une commune de moins de 1000 habitants que je confronte à un maire d'une grosse commune. Et on va parler artificialisation des sols et compagnie. Bah oui, effectivement, en termes de positionnement, c'était intéressant d'entendre tout le monde pour pouvoir se forger un avis le plus neutre possible en ayant pris des informations de partout. C'est comme ça qu'en fait, on pouvait un peu se protéger d'éventuelles influences, comme on a pu parfois l'entendre. Voilà, on prenait l'information de partout et moi, je trouve que la sphère économique a bien joué le jeu. Et parfois, pourtant, les citoyens n'étaient pas tendres avec eux, mais ça s'est quand même bien déroulé. Enfin, là-dessus, c'était une bonne expérience. Mélanie, tu veux intervenir? Non, peut-être pas. Vas-y. Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est tout à fait ça. Merci à tous les deux. Et effectivement, oui, si je peux juste rajouter par rapport à ce que disait Grégoire, c'est vrai que ça, moi, c'est ce qui m'a prouvé que les citoyens n'étaient pas manipulés. C'est-à-dire qu'on pouvait tous imaginer dès le départ que si c'était telle personne de telle entreprise qui allait monopoliser la parole devant les citoyens, c'était pas compliqué sur des sujets aussi complexes et aussi scientifiques de retourner une opinion en fonction des intervenants. Sauf que là, il y avait une telle multitude d'intervenants et effectivement, quand après dans le groupe Se Loger, ils demandaient avoir soit quelqu'un d'une agence d'urbaine, soit un syndic, des syndicats. J'ai plus d'exemples en tête, mais ça montrait à quel point, effectivement, c'était les citoyens qui demandaient à être renseignés et que ce n'était pas manipulé d'en haut. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Merci, David. Alors, je te redonne la main. Donc oui, nous avons Claudine qui demande actuellement, il y a de nombreuses propositions pour l'élaboration du monde d'après, du point de vue sanitaire, économique, social, environnemental, climatique, qui voit le jour en France et dans d'autres pays, comme le Shift Project, le HCC. Du coup, pour la France, peut-on imaginer que dans un second temps, une configuration puisse être trouvée pour que le travail fait par la Convention et ces nombreuses propositions puissent être amenées ensemble et se féconder réciproquement. Pardon. Qu'est-ce qu'il répond? Il y avoir des synergies en fait. Je peux répondre rapidement. Oui, vas-y, Julien. Je dis toujours que je réponds rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on a le temps, t'inquiète pas, ça va là. On a le temps encore. Non,
Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives de participation citoyenne, mais je vois aussi dans le fil de discussion qu'il y a beaucoup de questions sur êtes-vous approché par des lobbies, êtes-vous influencé, tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que la participation citoyenne, c'est un truc qui est trop important pour pouvoir la mettre à toutes les sauces et parfois, on a envie un peu de faire de la participation citoyenne pour qu'elle dise ce qu'on a déjà prévu qu'elle dise à l'avance, hein. On l'a connu dans des consultations gouvernementales, mais on le connaît aussi ailleurs par d'autres acteurs. Et donc, je crois que là-dessus, c'est aussi important de respecter cette pluralité, cette diversité, et que l'acceptabilité sociale, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est à constater. Et donc, il n'y a pas ça ne va pas assez loin ou alors ça va trop loin. Non, c'est l'état actuel de l'acceptabilité sociale de citoyens éclairés, plus éclairés que les autres. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce qu'elle est. Et donc, les liens qu'il y a à faire, évidemment, après, il faut quand même des thématiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là déjà, on le voit sur cet exercice, le sujet est extrêmement large pour une convention citoyenne et les exemples internationaux que nous avons étaient sur des sujets beaucoup plus précis. Maintenant, est-ce que dans le monde d'après, il y aura une consultation citoyenne ou pas? J'en sais rien. Il y a beaucoup de consultations numériques, mais là aussi, très franchement, on peut consulter les gens avec une plateforme numérique, mais on ne peut pas les faire délibérer par une plateforme numérique. Et puis, très franchement, on sait un peu quand même, nous, CESE, maintenant, ça fait un moment qu'on fait des plateformes, on voit bien qu'on retrouve les 5000 mêmes Français qui participent à toutes les plateformes. Donc, on voit qu'il y a une limite à l'exercice. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, dans une société qui est extrêmement clivée, on a besoin que les gens délibèrent. Et ça doit se faire en présentiel. On a besoin que les gens convergent. Parce que ce n'est pas une avant-garde éclairée, la Convention citoyenne. Ce sont des citoyens éclairés. Mais ce n'est pas une avant-garde. Non, mais j'ai le sentiment quand même qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui convergent. C'est-à-dire qu'entre le jour d'après, le monde d'après à l'initiative de WWF et la Croix-Rouge, la tribune aussi de Nicolas Hulot qui était sur France Inter la semaine dernière. Et ce que vous proposez, vous, à la Convention citoyenne, il y a énormément de propositions en commun. D'une certaine façon, tant mieux. C'est-à-dire que si ces propositions viennent de différents endroits, de différentes sources, ça créera une forme de consensus. Par exemple, enfin, je redonne cet exemple-là, mais la relocalisation d'une partie de l'économie ou la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments publics. Il y a différentes mesures comme ça qui vont devenir quasiment incontournables si elles sont proposées par tout le monde. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, on voit qu'il y a quand même une attente et que les gens eux-mêmes, dans leur comportement, ont commencé avec cette période-là, et c'était dit tout à l'heure, à bouger un peu. Après, là, c'est plus personnel, mais moi, si je suis convaincu, c'est que le monde d'après ne pourra pas non plus être le même d'un point de vue démocratique. On le voit, il y a eu un dialogue, enfin, il y a eu un renforcement de la communauté scientifique dans le débat public parce qu'on était sur un sujet, on est sur un sujet voilà, de médecins, comme on dit, ou de scientifiques, mais on voit qu'il y a quelque chose là-dessus qui se joue. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se joue sur la place du citoyen dans notre débat. Et je ne pense pas qu'on va attendre beaucoup de mois avant que les questions profondes de démocratie viennent sur le devant de la table en même temps que les questions économiques et sociales. Donc, dans l'après-crise, il y a aussi cette question démocratique, à mon avis. David, ou s'il y a des commentaires. Autrement, il y a aussi des questions dans le fil. David, alors, vas-y. Oui, à part du coup le suivi des 50 propositions, est-ce que vous avez identifié d'autres moyens pour pérenniser et diffuser les idées échangées? Qu'est-ce qu'il répond? C'est un peu ce qu'a répondu Julien. Est-ce qu'il y aura une suite? Je pense que Grégoire a répondu en disant qu'il y aura un suivi. Alors, comment tu entrevois ça? Les 150 citoyens, ils vont remettre donc fin juin à l'exécutif des propositions. Ces propositions, normalement, elles seront transmises sans filtre. Là, jusque-là, on est dans le mandat. Après, il y aura les faits. Il y aura la réécriture, potentiellement utile d'ailleurs par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par les différents ministères. Et l'idée, c'est de garder la nature du travail des citoyens. Et pour cela, les 150, ils vont rester soudés.
on verra la forme, ça peut être une association, pour vraiment continuer ce travail. Et d'ailleurs, le président, quand il était venu nous voir, nous avait dit « Organisez-vous, j'aurai encore besoin de vous après. Je sais que dans un temps défini, tout n'est pas faisable. Néanmoins, on essaiera de respecter au maximum l'esprit que vous donnez à vos propositions. Et on fera appel à vous au besoin pour être sûr que voilà, on a respecté l'esprit. Mais en revanche, nous, on ne s'interdit pas à 150 de se dire au bout de 6 mois ou au bout d'un an de faire un état des lieux. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et pouvoir donner un petit peu voilà, la trajectoire, comment est-ce que nous, citoyens qui avons travaillé pendant des mois sur quelque chose, on ressent la manière dont ça a été pris en compte. C'est comme ça, je pense, qu'on va juger. Et après, surtout, les propositions qu'on va donner, on les donne à l'exécutif, d'accord, mais aussi à l'ensemble du peuple français, et chacun se fera sa propre opinion de la manière dont ça a été assimilé, transcrit ou pas, et après, charge aux oppositions de faire leur travail, à la société civile de faire son travail, de récupérer ce bien commun et d'en faire un outil de débat, et là-dessus, j'espère qu'on ne sera pas seul à se battre pour l'application de nos propositions. Merci. Non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, certains citoyens ont déjà dit, se sont déjà exprimés pour dire qu'ils voudraient continuer au-delà du mois de juin et continuer à se voir pour voir ce que deviennent ces propositions, les resoumettre aux politiques, etc. Donc, il y aura certainement une vie après la Convention. Donc, après le mois de juin, il y a quand même aussi un retour, enfin, il y a une promesse de retour du président de la République, hein, Julien, quand même. C'est pas... Non, oui, Julien, oui. Oui, je laisserai peut-être Mélanie évoquer, effectivement évoquer ça. Après, effectivement, Grégoire le disait, il est important que les citoyens, et c'est le cas de tous les exercices de participation citoyenne, puissent faire un suivi de ce qui est fait de leurs propositions. Après, libre à eux d'aller s'engager dans un parcours plus militant. La Convention n'a pas vocation à devenir une nouvelle ONG environnementale qui fait des plaidoyers, parce qu'autrement, on n'aura pas créé grand-chose de nouveau, quoi. Et donc, par contre, évidemment, ils sont en responsabilité sur le suivi de ce qu'ils proposent. Et puis après, libre à chacun de s'engager. Mais sur ce qui est le retour, je vais laisser plutôt répondre Mélanie sur le retour. Mélanie, vas-y. Oui, effectivement, là, il y aura la remise des mesures et ensuite, on s'attend à une réponse du gouvernement, pouvoir peut-être défendre aussi nos mesures lorsqu'elles seront débattues et puis la réponse du président. Et lorsqu'il est venu, c'est vrai qu'il a aussi parlé de pourquoi pas nous faire participer à des choses au niveau de l'Europe, les COP, enfin... Tout ça, c'est pour l'instant, je pense que c'est en train de se dessiner au fur et à mesure. Merci. Oui, là-dessus. David, alors, oui, si tu as encore. J'ai Gaël qui a posé la question, est-ce que cette convention citoyenne peut rester une structure de conseil permanente en veille politique sur les mesures dans le respect des objectifs fixés? Alors, c'est pas très honnêtement, c'est pas l'idée. Si vous voulez une convention, et on le voit, le fait que le mandat soit allongé du fait du contexte, à la fois les grèves et du contexte sanitaire, ça facilite pas les choses. Les citoyens, ce qui est important, c'est que le mandat soit très clair pour eux, et donc il y a un début, il y a une fin, il y a un mandat. Et donc, évidemment, ils sont impliqués dans le suivi, mais est-ce qu'il faut une structure permanente? Je crois que la société civile organisée est là pour remplir ce rôle-là, le HCC aussi, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas le projet. Si vous voulez, c'est vraiment important parce que les citoyens, leur légitimité, elle est à 150 et c'est important qu'ils puissent complètement s'imprégner de cette légitimité. Mais pour que ça fonctionne, pour que l'exercice fonctionne et que on ne soit pas toujours à se dire qu'on peut faire mieux et dans le rapport et repousser, il faut qu'ils sachent qu'à un moment, ça s'arrête et que ça se finit. Et c'est d'ailleurs, pour certains d'entre eux, mais je laisserai Mélanie et Grégoire le dire, certains d'entre eux le disent. Il faut maintenant que ça s'arrête. Allez-y, Mélanie ou Grégoire, tous les deux. Hein. Allez-y. C'est sûr que ça va nous faire bizarre quand ça va s'arrêter, hein, parce que c'est vraiment un investissement. Au début, on a signé pour 6 week-ends et au final, c'est depuis le 4 octobre, c'est tout le temps. C'est hyper prenant. C'est un investissement personnel qui est énorme. Oui, bien sûr que voilà, il y aura un petit peu de nostalgie, mais après, c'est vrai que
voilà, il faut que tout le monde soit mobilisé. Et dans la durée, forcément, tout le monde ne pourra pas rester mobilisé autant. Et, voilà, tout le monde ne peut pas rester... voilà, on a tous nos impératifs. Donc, effectivement, faudra bien qu'il y ait une fin. Et puis aussi, laisser la parole à d'autres citoyens, c'est important aussi. Oui. Oui, une question suivante, je pense, s'il n'y a pas d'intervention. David, si tu en as une, il y en a autrement sur le fil de... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible que les différentes associations et ONG convergent et s'accordent sur quelques propositions de la Convention citoyenne? Parce que pour Sylvain, elle donne l'impression d'être en concurrence. Ah. Ouais, très, très simplement, peut-être, je pourrais, sauf si tu Oui, voulais. vas-y. Moi, je ne pense pas du tout qu'on est en concurrence. La preuve, les propositions, peu ou prou, sont les mêmes, ont le même objectif, ont la même trajectoire. S'il faut se battre pour des virgules, ce n'est pas l'objectif de la Convention citoyenne. Je pense qu'on a travaillé avec l'ensemble de la sphère associative, d'entreprise, société civile concernant les questions climatiques. Après, oui, effectivement, il y aura toujours ceux qui voudront porter leurs idées, mais je pense qu'on va tous dans la même direction. Je ne crois pas en concurrence, que l'objectif, il est le même. Encore une fois, si quelqu'un reprend toutes nos idées et arrive à les faire passer, moi, je m'en fiche. Je ne pose pas mon droit d'auteur sur des idées parce que c'est moi qui ai rédigé telle ligne, telle phrase. Ce qui compte, c'est l'idée, c'est la trajectoire, c'est là où on va. Et encore une fois, nous, on est une proposition d'outils, parce que c'est une proposition d'outils, la Convention citoyenne, mais on n'est pas, comme je le disais un peu plus tôt, l'alpha et l'oméga de tout ce qui se fera en termes de transition. Tout le monde aura son rôle à jouer, tout le monde aura des choses à faire. Et là-dessus, non, je ne vois pas de concurrence. Je vois au contraire de la co-construction, du travail en commun. Et puis, si on est 10 à répéter la même chose, on a plus de chances d'être entendu que si c'est juste la Convention citoyenne dans son coin qui dit quelque chose. Donc, on travaille ensemble. Là-dessus, un commentaire? Pas d'autre? Non, mais moi, je comprends la frustration, franchement. Je peux comprendre une forme de frustration de la part d'ONG qui travaillent depuis des dizaines d'années sur un sujet, qui ont le sentiment de ne pas être entendus, et qui aujourd'hui voient un président de la République qui dit à 150 citoyens qui n'ont pas l'expertise que ces ONG ont pu développer, dire, eh bien, ce que vous proposez, j'en ferai quelque chose et ça, une partie au moins passera au Parlement. Je peux comprendre cette frustration. D'ailleurs, quand je suis auditionné au Parlement, certains parlementaires ont un peu la même frustration de ne pas avoir la même oreille attentive de l'exécutif. Mais pourquoi se positionner en concurrence quand on peut... à la fin, une bonne idée, elle n'a pas vraiment de paternité. Si elle est vraiment bonne, elle est partagée par beaucoup de monde et peut-être même que beaucoup de monde ont eu la même idée en même temps. Donc, moi, je crois qu'il faut viser plutôt au fait de se dire que c'est une chance. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans une ONG, mais je serais dans une ONG, je me rendrais compte que la Convention fait une proposition qui est la même que celle que je fais depuis un moment. C'est un formidable levier de plaidoyer pour aller plus loin et pour la porter. Et puis là, en ce moment, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on peut le redire, que ce soit sur la lutte contre l'artificialisation des sols, la protection de la biodiversité, la relocalisation de l'économie, enfin, la renégociation de certains accords internationaux comme le CETA. Enfin, toutes ces propositions sont à la fois dans les propositions du WWF, dans celles de Nicolas Hulot, le Haut Conseil pour le climat le redit, c'est aussi dans vos 50 propositions. Donc, il y a quand même là un d'autres propositions qui viennent de partout. Donc, effectivement, moi, je le disais au début tout à l'heure, les ONG ont réfléchi à des pistes de solutions depuis des années. Au début, on pouvait imaginer une forme de concurrence. Aujourd'hui, j'ose espérer qu'elles ont changé un peu d'idée et que tout ça se rejoint et qu'au contraire, le travail de la Convention peut servir leur cause. D'ailleurs, il n'y a pas eu, si on regarde dans le travail de la Convention citoyenne, il n'y a pas eu énormément de manifestations devant le CESE d'ONG en disant voilà, arrêtez tout, les solutions on les a et vous ne vous servez à rien finalement. Il n'y a pas eu d'opposition des ONG par rapport à la Convention. Et pour finir peut-être sur cette question, moi je soulignerais que dans toutes les tribunes qu'on a pu voir passer, la Convention citoyenne est très très régulièrement citée. Prenez en compte les travaux de la Convention citoyenne, il y a même eu une tribune de 1000 scientifiques qui disent pas écoutez-nous, qui disent écoutez-les.
Et bah oui, forcément, ça nous donne un certain écho, un certain poids aussi, mais voilà, on est cité comme un des outils à écouter. Donc ça prouve que bah, déjà on tape pas à côté, que les scientifiques aussi sont derrière nous et sont pas à se battre pour dire bah, c'est nos idées. Ils se disent bah regardez la Convention citoyenne, même elle le dit, alors que c'est des citoyens entre guillemets lambda et ils arrivent aux mêmes conclusions que nous. C'est qu'il y a quelque chose. Bah ça veut dire qu'on va encore une fois tous dans le même sens. Donc Et les politiques aussi. Et les politiques aussi. Les politiques aussi. Certains députés peuvent dire, par exemple, il faut absolument conditionner des aides de l'État à certaines entreprises, voilà, en fonction d'enjeux environnementaux. D'ailleurs, comme l'a dit la Convention citoyenne, ça devient une petite musique qui commence à tourner, comme le dit la Convention citoyenne. Donc, voilà, ça participe du débat. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que la Convention citoyenne, si elle est dans une forme de rapport de force, vu que c'est le CESE qui l'organise, elle s'inscrit dans un rapport de force institutionnel et qui, de fait, n'est pas le même positionnement pour les acteurs et notamment pour l'exécutif ou pour le Parlement. Parce que ce n'est pas le même rapport de force que quand c'est une ONG et que c'est une action militante. Et je suis issu d'une organisation, donc je ne critique pas l'action militante, bien au contraire, mais ce n'est pas la même chose. Et là, le fait d'avoir les citoyens qui sont dans un rapport de force, mais qui est un rapport institutionnel, ça change aussi les choses, ça change l'approche. Et je crois que c'est un levier de transformation qui n'est pas à négliger. Voilà. David, oui, alors il y a plein de questions là que je vois, mais bon, est-ce que j'en prends quelques-unes bah, on peut peut-être prendre une dernière question et peut-être oui. On va conclure aussi, vas-y, alors je te laisse choisir. Du coup, quelle mesure, ou plutôt quel sujet entre les systèmes de travail serait le domaine prioritaire à traiter et qui pourrait avoir un effet domino sur d'autres domaines en termes de transition? Ah, allez, qui est-ce qui se mouille? Mélanie. C'est pas pour botter en touche, hein, mais très sincèrement, nos mesures, en fait, on se rendait compte que quand on ouvrait un tiroir, il y en avait 100 derrière. Donc, il n'y a pas vraiment une mesure ou une ambition sur le travail, c'est vraiment tout un ensemble. C'est revoir toute la société, notre façon de consommer, notre façon de travailler. Donc, tout va ensemble. Donc, je ne pourrais pas répondre vraiment précisément à cette question, j'en suis désolée. C'est vraiment un ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Mélanie. On raisonne en termes de cohérence globale et on ne peut pas vouloir avancer avec une seule jambe. Il faut les deux. Donc, on essaye d'avancer et il faut tout prendre parce qu'en prendre un petit peu, ce serait enlever je sais pas, de l'efficacité à ce qu'on va pouvoir proposer. Après, si je veux me forcer à répondre à la question, moi, je dirais qu'il faut un changement en profondeur de nos institutions. Il faut changer quelque chose. Pourquoi pas, d'ailleurs, la Constitution, bouger quelque chose. Moi, c'est peut-être un des premiers leviers qui pourrait faire bouger les mentalités, les systèmes politiques et donc les systèmes économiques. Et pourquoi pas un des leviers qui serait plus systémique que du coup pragmatique et concret. Mais moi, j'imagine que ça peut être un des facteurs qui fasse bouger les choses et qui pourrait avoir un écho dans les 10, 20, 30 prochaines années. Les citoyens ont eu par exemple, ils faisaient des propositions et des fois, les experts disaient oui, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, assez tôt dans le processus, leur réponse était oui, d'accord, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais c'est un levier de justice sociale, un affichage extrêmement important. Et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas faire plus. Sans dévoiler les mesures, mais si on n'a pas des mesures sur le transport aérien national, on ne pourra pas demander aux gens de moins comprendre leur voiture diesel, pour être clair. Parce qu'effectivement, on voit bien l'impact, pas énorme, sur les émissions de GES, mais c'est un levier de justice sociale important. Et c'est pourquoi je pense que c'est difficile pour eux de pouvoir prioriser, parce que ça se tient, ça fait sens ensemble. Et des mesures qui ne sont pas réellement très émettrices de gaz à effet de serre sont par contre des leviers de justice sociale majeurs pour pouvoir aller vers d'autres mesures, peut-être parfois plus contraignantes. Merci, David. Donc, il y a aussi, est-ce que je peux prendre une des questions qui est sur le fil de discussion? On ne va pas tous les prendre, peut-être. À moins que alors, est-ce que tu en as une que tu estimes importante, David, d'abord? Non, Tu penses que d'accord. Alors moi j'en lis une et puis j'ai demandé. Alors j'en ai une qui est sous nos yeux là, donc vous les avez en termes d'empreinte carbone. Donc elle est de Frédéric. En termes d'empreinte carbone, nous en sommes à 11 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an.
L'objectif de neutralité pour 2050 donnerait un objectif d'empreinte de 2 tonnes, selon les simulations de la SNBC, c'est tout à fait exact. Il s'agit de moyenne, bien sûr, mais puisqu'il est question de justice sociale dans la transition environnementale, que pensez-vous d'affecter un compte carbone par personne qui pourrait être un outil de redistribution entre ceux qui voudraient consommer plus de 2 tonnes? Voilà, donc c'est l'idée, si vous avez... c'est une expression libre, hein, c'est pas forcément la mission de la Convention, mais si vous voulez vous exprimer là-dessus, on nous y invite. Voilà. Aussi, on y a réfléchi à cette notion de carte carbone. On a essayé de trouver les bonnes solutions, mais toujours, comme le rappelait très bien Julien, avec les biais justement de justice sociale. Donc effectivement, ça nous a interrogés, on s'est beaucoup penché dessus. Encore une fois, je ne peux pas parler des propositions, donc je ne pourrais pas dire ce qui en ressortira, mais on y réfléchit. Je ne sais pas si ce sera la solution qui sera trouvée, mais en tout cas, elle faisait partie du lot de connaissances qu'on a agglomérées pour sortir quelque chose qui serait acceptable, efficace et applicable. C'est vraiment les 3 leviers. Là-dessus, oui, on l'a pris en compte. Après, ce que sera appliqué, je ne vais pas vendre les mesures qui ne sont pas votées. Elle peut être proposée et pas du tout votée. Elle peut ne pas être proposée. Là-dessus, je ne veux pas vendre les travaux de mes 149 concitoyens. Voilà. Mélanie, non? Voilà. Donc voilà, non, merci. Pardon. Non, j'avais le micro débranché. Non, mais je suis d'accord avec Grégoire. Vas-y, Mélanie, parce que je voyais bien que tu parlais, mais sans micro. Donc, excuse-moi. Non, je disais que j'étais d'accord avec Grégoire. Oui. Donc, non, sur ce point, c'est important parce que moi, j'ai effectivement je suis pas mal intéressé à ce problème de justice sociale, justement, à travers un avis qu'on a fait avec une collègue au Conseil, justement au CESE, donc Conseil économique, social et environnemental, avec ma collègue Agnès Michelot sur le problème de justice climatique. C'est cette idée qu'en fait, c'est quand même un point important, et c'est pour ça que c'est intéressant de terminer là-dessus, qui est vraiment dans la mission, c'est-à-dire pour moi, le premier risque des conséquences du réchauffement climatique, c'est justement le risque d'accroissement des inégalités. Et c'est vrai que, ça peut être... Et c'est vrai aussi pour un pays comme le nôtre. Il faut bien comprendre ça. Les couches, disons, les plus bas revenus sont généralement plus fragiles par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans ces injustices, c'est par exemple l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a un peu plus, il y a maintenant 1 an et demi, était effectivement, comme le dit Frédéric, ce sont évidemment ce sont les plus hauts revenus en France, comme dans les autres pays, qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Mais par rapport aux revenus, de façon relative, disons, l'augmentation de la taxe carbone aurait affecté 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Donc, il faut bien voir et c'est pour ça que je vais terminer là-dessus, sur cette importance du lien entre lutte contre le réchauffement climatique et justice sociale, et bien sûr qui est au cœur de la Convention. C'est très important. Voilà, donc, alors avant de vous remercier tous, on va sortir un petit peu de la Convention citoyenne 2 minutes, si c'est possible. Donc, on termine un cycle de cette conférence. Évidemment, je vais remercier, c'est un peu difficile, donc l'accueil du Carreau du Temple. On a eu aussi des traductrices ou traducteurs par langage des signes. C'était très bien organisé. Évidemment, ça se termine de façon un peu, pas comme on l'avait envisagé, mais c'était formidable cette séquence. Alors Anne Essel, je ne sais pas, David, est-ce qu'elle peut intervenir 2 minutes? Est-ce que c'est possible techniquement? Oui, tout à fait. Oui, alors Anne, je t'invite, Anne Essel, parce que Anne m'a dit, alors que je connais, nous avons écrit un ouvrage avec Anne et Pierre Laroutourou en particulier, mais Anne, je pense qu'elle était là à toutes les conférences, c'est pour ça que je l'invite à dire quelques mots. Voilà. Merci Anne, si tu es là. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. J'étais effectivement à toutes les conférences et je voudrais insister sur 2 tout petits aspects. Le premier, c'est que quand on acquiert un peu de compétences en matière de dérèglement climatique, de perte de la biodiversité, de lutte contre les inégalités, on devient investi de quelque chose, on a changé de monde culturel. Je pense que c'est une des choses qui vous est arrivée
dans ce conseil, on commence à maîtriser des choses qui nous obligent et qui nous transforment. Ça, c'est la première chose. Et là, le cycle de conférences piloté par Jean Jouzel était dans ce sens très, très éclairant sur tout ce qui concerne le dérèglement climatique. L'autre chose que je voudrais dire, peut-être en réaction un peu, c'est que ce que nous avons découvert pendant cette période du coronavirus est bien sûr très contraignant. Nous avons découvert des contraintes, mais nous avons tous découvert aussi des plaisirs. Les plaisirs du travailler moins, les plaisirs des contacts avec nos enfants quand nous avions des enfants en bas âge confinés avec nous, ce qui n'est pas mon cas, j'ai passé l'âge, mais ce qui est le cas de certains. Le plaisir de découvrir que la biodiversité revient très vite. Autant le climat se dérègle à long terme, mais la biodiversité, on l'a vu ressurgir, partiellement bien entendu, et malheureusement, ça va s'arrêter très vite. Enfin, je voudrais dire que l'expérience que vous avez vécue, c'est non seulement une expérience d'accroissement de compétences scientifiques, l'expérience de prendre en compte les inégalités, mais aussi une expérience formidable de démocratie, qui est probablement le troisième levier de l'engagement culturel. Et enfin, pour conclure, juste, je voudrais vous dire que quand on arrive à impulser un changement culturel auquel vous avez participé, mais auquel les associations dont vous venez de parler participent également, auquel nous avons essayé de participer depuis des années, car je ne sais pas depuis combien de temps Jean Jouzel, par exemple, travaille à faire percevoir l'urgence de la lutte contre le dérèglement climatique, mais ça se compte en plusieurs dizaines. Eh bien, quand ça s'inscrit dans le paysage culturel, c'est là qu'on a une petite chance d'entraîner de véritables changements politiques. Les changements politiques suivent toujours des changements culturels. Lorsqu'une chose devient évidente, eh bien, les mesures qui s'imposent le deviennent aussi. Et c'est ce qui fait que je garde un optimisme fondamental. Et je pense que le fait que vous ayez réussi à travailler, à vous investir, à continuer à travailler, à être clair, à avoir envie de pousser les mesures que vous avez enfin réussi à élaborer en travail conjoint, eh bien, ça me rend très, très optimiste sur l'avenir. Et enfin, le coronavirus, c'était une crise mondiale. Et ça, c'est un premier, c'est pas la première crise mondiale, mais elle a été ressentie dans nos chairs à tous. Et le climat, le dérèglement climatique commence à être ressenti dans nos chairs à tous. Et nous allons pouvoir lutter contre ce dérèglement climatique parce que nous le percevons maintenant tous à l'échelle mondiale. Eh bien, merci Jean, merci pour cette merveilleuse série de conférences, merci au Carreau du Temple, et puis merci à vous tous, et bravo, on va gagner, on va réussir. Merci Anne pour cette note d'optimisme, merci beaucoup, je sais ta passion pour tout cela. Moi aussi, je vais simplement terminer. Je suis heureux que tu termines sur une note d'optimisme et j'ai bien aimé aussi, il y a quand même une note d'optimisme dans cette conférence, dans l'engagement des citoyens, dans l'engagement de Julien, dans l'engagement des journalistes, Célia. Voilà, donc c'est vrai que Anne rappelle que j'ai commencé dans ce domaine il y a une quarantaine d'années, je ne pensais pas qu'un jour on arriverait quand même à mobiliser tout le monde, où je m'étais dit que ça serait encore plus tard qu'aujourd'hui. Donc voilà, il faut
rester optimiste et merci de l'optimisme que vous avez apporté ce soir. Évidemment, pour terminer, David, je te demanderai de transmettre, mais je le ferai aussi bien sûr à tout le personnel du Carreau du Temple, le regret que cette dernière conférence ne soit pas autour d'un pot. Hein. Bon, voilà, ça aurait été sympa, mais on le fera peut-être, j'espère. Et puis remercier toute l'équipe, la direction et toute l'équipe, bien sûr, du Carreau. Et vous remercier, Anne, bien sûr, mais Mélanie, Grégoire, Célia et Julien d'avoir participé à cette soirée, et aussi remercier tous ceux qui ont suivi, voilà, et tous ceux qui nous suivront sur Facebook ou qui auront l'occasion de regarder ces échanges. Voilà, ils ont été très riches et merci à vous tous. Donc, merci à David et bonne soirée à vous tous. Là, je voulais Merci. juste terminer du coup en rappelant que nous allons poster dans les semaines à venir la webconférence sur les chaînes YouTube et SoundCloud du Carreau du Temple. Donc, vous pourrez retrouver très rapidement cette webconférence en ligne. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée, au revoir.